Un, deux, test. So, welcome to everyone. This morning we have the pleasure to receive as a special guest Mr. Fernand Trépanier, who was a sergeant with the famous Royal 22e Regiment during World War II. He was born in Gaspésie and he was 21 years old in 1939 when World War II broke out. And after a few days, he decided to join the Canadian Army and was sent to England in 1939 and eventually landed in Sicily and then in Italy in 1943. He's got many interesting things to tell us, some of them that could have made it to Saving Private Ryan. His adventures are really quite astonishing. And Mr. Trépanier will tell us his story in French. He's better at telling the story in French. If you have questions in English, that's not a problem. If there's something you didn't understand, feel free to ask anything that might not be clear to your mind. And after that, we will have a short period of maybe 10-15 minutes of questions and answers. All right, so please, we will welcome right now Mr. Fernand Trépanier. Will start his speech in a few seconds. Bonjour tout le monde. Good morning, everybody. I'm jealous of you. Because when I see all, especially, I'm jealous of the boys. Because when I see all the nice girls which are here this morning, I just feel to go back to when I was 18. Je suis très heureux d'être ici ce matin pour vous parler d'une chose, une expérience que j'ai vécue. C'est pas toujours des belles expériences, mais si vous êtes intéressé à l'histoire du Canada, je crois que la participation de l'armée canadienne dans les conflits et encore aujourd'hui est très importante dans l'histoire du Canada. Et ce que les Canadiens ont fait pour la liberté, je crois que ça mérite d'être connu et d'être signalé. Parce que malheureusement, c'est un peu ignoré. En ce qui me concerne, comme on l'a dit, je suis né en Gaspésie le 15 mars 1918, il y a quelques années passées. Et en 1939, à l'âge de 21 ans, la guerre s'est déclarée. Là, à ce moment-là, le Canada est entré en guerre. La guerre a été déclarée le 3 septembre 1939. Et le 10 septembre, le Canada a déclaré la guerre à l'Allemagne. Et à ce moment-là, on pensait que ça ne sera pas trop grave. Et le premier ministre Becket-King de l'époque a dit que le Canada allait y participer, mais pour les volontaires seulement. Et le 21 septembre, 21 jours après que l'armée allemande avait attaqué la Pologne, Varsovie capitulait. 21 jours seulement, et le premier pays tombait aux mains des Allemands. Alors ce soir-là, moi j'étais avec des copains dans une salle de billard, et j'ai dit, moi je m'enrôle. Je dis, pourquoi? J'ai dit, ça c'est un conflit mondial, et ce n'est que le début. Ça va durer longtemps. Et avant qu'on vienne me chercher, je vais y aller. Il y a un de mes copains qui m'a dit, qu'est-ce que tu vas aller faire là, petit moucheton, toi? Ben, j'ai dit, vous le verrez plus tard. Je me suis enrôlé à Québec. J'avais de la difficulté parce qu'à Gaspésie, il y avait un bureau de recrutement à Gaspé.
Et j'allais là, j'offrais mes services, et on me disait, on attend des ordres d'Ottawa. Je faisais 60 000, je faisais du pouce pour aller au bureau de Gaspé. Et on attend toujours des ordres d'Ottawa. Un soir, un de mes copains qui me dit, dans mon village, je rentre dans l'armée demain matin. Oui. Il dit ça à Gaspé. Ah, ben là, j'ai dit, comme ça, ils ont reçu des ordres d'Ottawa d'enrôler. Le lendemain matin, je me suis rendu à Gaspé. Là, j'ai dit, ben ils ont dit non, on attend toujours des ordres d'Ottawa. J'ai dit, comment ça se fait? Mon copain, hier soir, il m'a dit qu'il s'enrôle aujourd'hui, il est venu hier, et lui, il était de langue anglaise. Son nom était Ronoff. Ah, ben là, ils m'ont dit, ah, tu aurais peut-être plus de chance à Québec avec le 22e régiment. Mais bon, on me refusait pas, mais c'est parce qu'on voulait garder cette unité-là de langue anglaise. Alors là, j'ai compris. Mais Québec, oh, Québec, c'était 450 000. Oh, pas beaucoup d'argent, là. Dans ce temps-là, on travaillait pour 1,50 $, 2 $ par jour, payait 25 $ de train pour aller à Québec, m'enrôler. Oh, j'hésitais. Là, j'ai rencontré un officier qui recrutait pour Québec, pour le 22e régiment. Et j'ai été le premier dans mon village à m'enrôler, volontaire. Je suis enrôlé le 10 novembre 1939 sur la citadelle de Québec. À ce moment-là, les choses étaient tellement bousculées, on n'avait même pas assez de costumes pour nous habiller, costumes militaires. Je faisais de la drill, mon paletot, civil, chapeau de feu sur la tête et une carabine sur l'épaule. J'ai reçu les dernières parties de mon vêtement, les pantalons. Quand il y avait assez de vêtements pour habiller une dizaine, ils les appelaient, ils les habillaient. À l'époque, moi, je portais 30 de ceintures. Une journée, au magasin militaire, il y avait des 32. J'ai dit, donnez-moi une paire de 32. Ils ont dit, non, vous, c'est 30. Quand on va avoir 30, on va vous habiller. La veille du départ, je n'avais pas encore de pantalon. Là, on m'appelle, on me donnait 34. J'ai dit, vous m'avez refusé des 32 il y a quelques jours. Ils ont dit, allez, j'ai le tailleur, faites l'ajuster. Okay. Mais le tailleur était débordé la veille du départ. Je suis parti pour l'Outre-mer. Le lendemain, on partait pour l'Outre-mer le 8 décembre 1939. Je suis parti pour l'Outre-mer avec un pantalon de 34. Je prenais 30. Je pouvais faire le demi-tour, puis le pantalon restait en place. Okay. On a traversé l'Outre-mer, on a traversé. Même il y avait quelques bateaux de poulet à l'occasion, mais nous autres, on a été assez chanceux. La première division, on était 20 000 Canadiens déjà dans les forces, au mois de décembre 1939, traversés. On est arrivé en Angleterre le 18 décembre 1939, juste avant Noël, dans le smog. S'il y en a parmi vous autres qui ont déjà eu l'occasion d'aller à Londres, celui l'hiver, là, le smog, à ce moment-là, il y avait beaucoup de chauffeurs au charbon. Puis l'obscurité complète, aucune lumière de rue, hein? Aucune lumière de trafic. Mais l'accueil par les Anglais a été formidable. Le premier soir, j'étais là, j'ai sorti et on voyait des autobus passer. Nordcamp, Aldershot, Farnham, mais c'est quoi ça? C'est comme quelqu'un qui est ici au centre-ville, il voit un autobus, Valleyfield, Saint-Hyacinthe, puis Terrebonne, Samouse. Alors j'ai dit, on va s'informer, on est entré dans une maison. La famille a été surprise de nous voir, on était les premiers Canadiens. Ils avaient pris l'été, ils ont resté leur dîner qui était ça. Alors là, ils nous ont dit, do you have any friends here in Netherlands? I said, no. Do you have any relatives here in Netherlands? I said, no. La dame dit, what are you going to do for Christmas? Là, c'était le 19 décembre. Je dis, you have nothing to do. Why don't you come and have Christmas dinner with us? Imaginez-vous, l'accueil, c'était bien, hein? Le premier soir, on avait déjà une invitation pour le dîner de Noël dans une famille anglaise.
Et avec mon copain, on s'est rendu là pour le dîner de Noël. Et la madame avait invité 2 de ses nièces pour nous accompagner. OK? Puis, ça nous donnait déjà un petit contact avec les filles anglaises. Je peux vous dire qu'on a eu plusieurs contacts après. OK? Mais je veux dire, c'est vrai qu'on a été bien accueillis et les relations avec la population civile étaient très bonnes, excepté les jeunes hommes, les gens âgés, les filles, et ça. Mais les jeunes hommes, les relations n'étaient pas bonnes parce qu'ils trouvaient que les Canadiens s'emparaient des filles. Hey, c'est pas de notre faute, nous autres, les filles préféraient danser avec nous autres. Tu sais. Puis là, il y a eu un petit peu de conflit. Mais les relations avec la population anglaise étaient formidables. Et là, on s'est entraîné tout l'hiver. Au mois de juin 40, on devait traverser en France. Ah oui. Ça, j'ai oublié de vous dire ça. Quand je suis parti de Québec, moi, j'avais déserté de chez moi, par exemple. Mes parents n'étaient pas favorables à ce que j'aille dans l'armée. J'étais parti. Et là, quand j'ai appris que j'en allais outre-mer, j'ai pensé, ma mère, là, à chaque fois qu'elle va attendre parler qu'il y a un bateau qui est coulé, elle va me voir descendre au fond de l'océan. Fait que j'ai écrit à mes parents, j'ai dit que je m'en allais sur un cours à Pitawawa. Je savais que je partais le lendemain pour l'outre-mer. Fait que là, et j'allais avoir des nouvelles de moi à Noël. Alors, au lieu, le jour de Noël même, ils sont allés à la gare. Voici, la veille de Noël, voici, je n'arriverai pas. Il y avait un train qui arrivait le soir, donc je n'étais pas sur le train. Mais le même soir, ils ont reçu un télégramme, j'étais rendu en Angleterre. Parce que c'est comme ça que ma famille a appris que j'étais rendu en Angleterre. Oui, là, on a fait de l'entraînement tout l'hiver. Et au mois de juin, on devait se préparer pour aller sur le front en Belgique. À ce moment-là, les Allemands étaient en Belgique. Et lorsque la première division canadienne, on est parti pour traverser, il y a 3 brigades dans une division. La première brigade est traversée, la deuxième brigade était dans la Manche, sur les bateaux. Nous autres, la troisième brigade, on était au port de Southampton, à attendre pour traverser. Et là, si vous connaissez l'histoire un peu, il y a eu la poussée de Dunkerque, que les Allemands ont tout envahi, la Belgique et le nord de la France. Là, on a poussé les troupes à la mer. La première brigade canadienne qui était là a dû se sauver. Ils ont brûlé même leurs camions pour pas qu'ils tombent aux mains des ennemis. Ils ont sauté sur des trains, ces choses-là. Et on fait ça. Revenu en Angleterre. Et là, en Angleterre, il y a eu un refoulement. On avait vidé un camp, nous autres, là, pour s'en aller là-bas. Et l'armée avait prévu, là, il y avait une deuxième division canadienne qui arrivait. L'armée avait prévu, la première division s'en va sur le continent, la deuxième division va prendre le camp, les casernes. Mais là, le refoulement, c'est le contraire qui s'est produit. Avec les troupes britanniques qui arrivaient en Angleterre, et eux autres, comme ils avaient combattu, ils ont eu priorité pour les camps. Alors, l'armée canadienne, là, au mois de juin 40, on était là, dans le champ. Aucune habitation, pas de camp, rien. Ils nous ont emmenés sur une montagne, il y avait des arbres, couchés au pied d'un arbre, avec notre toile cirée sur nous autres. Il y avait un camion qui venait nous porter de la nourriture. Et on a été là 5 semaines avant d'avoir des tentes de toile. On couchait à la belle étoile pendant 5 semaines. Là, il y avait un bouleversement. Et là, ils ont fini par nous organiser. Et là, les bombardements ont commencé. Ça, c'était un beau divertissement, les bombardements. Quand les Allemands sont venus, on commençait un peu le jour. Mais au mois de septembre 1940, là, on avait environ une moyenne de 10 à 12 air raids par jour. Quand il y a un air raid, là, la bombe ne tombe pas toujours sur nous autres, mais c'est une alerte quand même. Parce qu'il y a un avion ennemi qui s'en vient, on a une alerte.
Est-ce que la bombe va tomber ici ou aller plus loin, ils vont aller bombarder plus loin, ça va. Mais on avait en moyenne de 10 à 12 bombardements par jour. Et le soir, les bombardements commençaient au coucher du soleil et on avait le all clear au lever du soleil, ça manque la même matin, ça bombardait tous les nuits. Et ça a été un peu difficile, mais c'était difficile pour nous autres et c'était aussi difficile pour la population civile. Parce que la population civile devait continuer à vivre, les étudiants devaient continuer à aller à l'école. Les gens devaient continuer à travailler. Puis quand on est dérangé toute la nuit par les bombardements, passer la nuit dans des abris souterrains, c'est assez difficile, ça dérange pas mal. Mais ce que j'ai appris de ça, c'était surtout de voir le moral des Anglais, qui a été formidable. Les gens qui passaient la nuit, j'ai vu dans le métro de Londres, imaginez ça, les métros, les quais, les plateformes. Des gens âgés le soir, là, couchés là, toute la nuit, là, tu sais, couchés. Les militaires qui marchaient au travers de ça, puis là, puis le matin, par exemple, quand la clé se devait, j'ai vu des gens sortir des abris, dire, well, after all, we're still alive. Hey? Yeah, we're still alive. Ils ne disputaient pas. Was no grumbling. Ça, c'est une chose qui était à remarquer, le moral de la population. À ces bombardements-là, là, il fallait continuer à s'entraîner quand même. Ça, on vivait avec ça. Pendant à peu près 2 ans et demi, jusqu'en 1942. Mais là, après que l'Allemagne avait attaqué la Russie, ils ont dû garder un peu de leur aviation pour le front de la Russie. Alors là, ça soulageait en Angleterre. Mais quand on voyait des bombardements, là, puis quand j'ai eu à travailler dans ça, pour sortir les rescapés, il y a du négatif et il y a du positif. Moi, quand je regardais ça, là, les blessés, des gens âgés, des enfants, leurs parents s'étaient fait tuer, mais les enfants survivaient. Là, hein? Quoi faire avec? Hein? Alors je me disais, moi, comme nos familles sont heureuses au Canada. Hein? Quand on a un pays qui est libre, quand on a un pays qui n'est pas occupé, c'est une richesse. Hein? C'est ce qu'on vit encore aujourd'hui, c'est ce qu'il faut conserver, essayer de protéger. On a fait ça jusqu'à l'entraînement intensif, par exemple, malgré les bombardements. Puis on trouvait toujours du temps pour se divertir. Dans le négatif, il y a toujours du positif. Puis, malgré tout ça, dans l'Angleterre, il y avait des beaux ballrooms. Les gens qui aimaient la danse, j'étais un maniaque de la danse, j'ai trouvé le temps de me divertir assez bien. Puis, on pouvait voyager. Quand on voyageait, il nous ferait accepter à tous les 3 mois, on avait 2 semaines de congé et un rail pass. On pouvait voyager n'importe où en Angleterre sans payer déjà. Alors ça m'a permis moi, de voyager tout en Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord. L'Irlande du Sud, on ne pouvait pas aller à l'époque parce que l'Irlande du Sud était neutre, n'était pas en guerre. Et comme militaire, on ne pouvait pas entrer. Mais en Écosse, et l'accueil, surtout en Écosse et en Irlande du Nord, était très bien. En 1943, là, à l'automne de 1942, là, je suis envoyé en Irlande du Nord. Secrètement, j'ai prêté serment à Londres, je m'en allais en mission, et je ne devais pas dire à personne où j'allais. J'ai demandé ce que je pouvais refuser. Il m'a dit oui, mais vous ne pourrez pas le dire. J'ai prêté serment. On me dit, vous en allez prendre un cours de langue italienne. L'armée a de l'argent à dépenser. On envoyé en Irlande du Nord, prendre un cours de langue italienne. 10 semaines intensifs, cours de langue italienne.
J'étais le seul Canadien français, il y avait d'autres Canadiens anglais, des Australiens, des Anglais, des Néo-Zélandais. Puis, au bout de 10 semaines, on m'a donné un certificat. Et j'ai été me rapporter à Londres. Là, mais à Londres, j'ai remis ce certificat-là. Et là, au quartier général de l'armée canadienne, on m'a donné un autre certificat, comme quoi j'avais réussi un cours instructeur sur les armes automatiques pour le montrer à mes copains. Donc, je suis retourné à mon régiment. Et mes copains ne savaient même pas que j'avais été suivre un cours de langue italienne. Je n'avais pas le droit de le dire. Je me demandais pourquoi. Mais, au mois de juin 1943, la première division canadienne, ils nous embarquent sur un bateau en Écosse et on s'en va. On ne savait pas où aller, mais on savait qu'on s'en allait dans un pays assez chaud parce qu'on nous avait donné l'habit tropical. Puis, on s'en va sans trop savoir. On sort de la Clyde, Greenock, près de Glasgow, le 28 juin. Et le 6 juillet, en mer, on nous informe qu'on allait débarquer le 10 au matin sur les plages de Pachino, en Sicile. Alors, là, et le même jour, mon commandant du régiment m'appelle sur son bureau, sur le régiment, il m'a dit « Sergent Trépanier, lorsqu'on va débarquer, si vous êtes appelé au quartier général, vous ferez diligence. » Pourquoi? Parce qu'il dit, vous parlez l'italien. Là, j'ai compris le cours de langue italienne qu'on m'avait donné l'année d'avant. C'était en prévision, il voulait s'assurer que dans chaque régiment, il y avait au moins une personne qui pouvait servir d'interprète. Alors, mais l'italien que j'avais appris à l'université, puis l'italien qu'on parlait en Sicile, c'était un petit peu différent. Puis, pour vous donner une idée, est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui parlent italien? Hein? Vous? Oui. Quand on dit allumer les lumières, hein? Comment vous dites ça? Accente luce. Hein? Accente luce, ok. C'est ça. Mais en Sicile, on ne dit pas accente luce, on dit chatalas. Alors là, j'avais un petit peu de difficulté avec l'italien que j'avais appris. L'italien que j'avais appris à l'université. Et ben, c'est comme ici, notre français, moi je viens de la Gaspésie. Et même parmi vous autres, comme vous allez en Gaspésie, vous avez de la difficulté à comprendre les gens. Hein? Bon, ben, je sais, j'ai vécu là. Puis ben, c'était la même chose. Et pour le débarquement, là, on savait qu'on allait débarquer le 10 juillet au matin. Oui. On a débarqué ici, Pachino. Pachino? Yeah, it's right there above your hand. In black, right there. Je pense qu'on a vu, c'est beau. Quand on a débarqué, on savait, on a dit qu'on allait débarquer à 3. On a dit qu'on allait débarquer à 3 heures du matin. La nourriture était assez bonne sur le bateau au temps du voyage. Ben, disons, une nourriture normale. Et là, ce soir-là, à minuit, on avait un repas sur le bateau. C'était un banquet. Le poulet, c'est de tout, des pâtisseries. Savez-vous comment les hommes ont appelé ce repas-là? La dernière scène. Le dernier repas que le Seigneur Jésus-Christ a pris avec ses apôtres. Parce que, pour nous autres, on ne savait pas qui, mais pour nous autres, pour plusieurs, on savait que c'était le dernier repas. Parce qu'on allait débarquer. Il y en a qui allaient tomber. Et que ça sera le dernier repas. C'est pour ça qu'on qualifiait ce repas-là de dernière scène. Et c'était beau de voir les gars s'échanger, par exemple, les noms. Hey, Jules,
Ça, c'est l'adresse de ma blonde. Si je tombe, voudrais-tu lui écrire et lui dire comment est-ce que c'est que j'ai... Tu sais, de quelle façon que j'ai tombé? Ah oui, hey, ça, voudrais-tu donner ça à ma mère, écrire à ma mère? Les gars, ça changeait ça. Parce qu'on ne savait pas qui, mais on savait qu'en débarquant, il y en a qui allaient tomber. Hein? Alors là, mais ça c'est assez facile. On a débarqué à 3 heures du matin sur les plages. On a eu un peu de résistance au début, mais les Italiens n'étaient pas réellement convaincus de la guerre. La moitié au combattait, l'autre moitié était fière de nous rencontrer puis de se laisser prendre prisonnier parce qu'ils n'étaient pas réellement convaincus de combattre avec Mussolini. Et la campagne de Sicile a été assez bien. On montait dans le centre de la Sicile, l'armée canadienne, nous autres, on était au centre, et les Américains à notre droite, les Anglais à notre droite, les Américains à notre gauche. Et nous autres, les Canadiens, nous avaient donné le centre, parce que dans le centre, c'est la partie la plus montagneuse, la partie la plus difficile. Et puis, on a grimpé avec les bagages sur le dos, dans les collines. Et les premières batailles, la première semaine, ça a été assez facile. Mais à peu près 10 jours après, là, c'est les troupes allemandes qui ont remplacé les troupes italiennes. Là. Et là, on a eu de la résistance. Et puis, dans une bataille, il y a certains cas, des exemples que j'aime à signaler. On a eu une bataille une fois sur mon Capello, en Sicile. Moi, j'ai un lieutenant de mes canons de Québec. Dans le bataille-là, les Allemands tiraient sur nous autres. Puis, avec des mortiers, on s'est avancé pour détecter d'où venait le feu. À côté de la ferme, il y avait une bande nouvelle pour aiguiser les outils. Là. Alors le lieutenant s'est appuyé comme ça, et moi je suis arrivé en arrière de lui, monsieur, pour regarder dans ses lunettes, puis moi, monsieur, en arrière de lui, appuyé sur son épaule. Il y a un obus qui est tombé là. Mon lieutenant, son bras a tombé. Le bras tombé, voilà. Son bras, c'était comme un arrosoir. On a fait des tourniquets, et puis s'en aller. Et pas longtemps après, j'avais 2 jeunes frères dans la même bataille. J'avais deux jeunes frères qui venaient de Drummondville. Il y avait un qui avait 17 ans et l'autre 18 ans. Ils avaient changé leur âge pour entrer dans l'armée. Et un était caporal, l'autre lance-caporal, comme son adjoint. Des petits gars bien dévoués. Albini, qui avait 18 ans, lui, il a reçu un éclat d'obus, ici à la gorge. Là. C'est la seule place où on ne peut pas faire un tourniquet, à la gorge. Il criait « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Maintenant, il a la gorge tranchée, je ne peux pas l'étouffer. Il est mort là, son petit frère l'avait mouru. Et plus tard, je vous raconterai. Et après la bataille, les 2 jeunes frères-là, étaient tellement dévoués, je suis allé au quartier général et j'ai demandé au sergent-major régimentaire s'il ne pouvait pas me faire une faveur. Il dit laquelle? J'ai raconté l'histoire de ces 2 jeunes garçons-là. J'ai dit le plus jeune, là, je pense qu'il a fait sa part. Pourriez-vous lui trouver un emploi ici au quartier général? Et puis on va le retirer de la bataille. Il dit oui, envoyez-moi là. Je vais lui trouver quelque chose. Je suis arrivé en avant, dans les lignes. J'ai dit, lance-caporal, chassé, prenez votre sac, allez vous rapporter au quartier général. Il dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, ils veulent vous avoir là. Il m'a regardé, il dit, sergent, c'est vous qui avez fait ça. Il dit, vous voulez me retirer d'ici parce que j'ai vu Albini mourir? Voulez-vous me faire une faveur? Il dit. Je dis, oui, si je peux vous faire une faveur. Gardez-moi ici, il dit que j'ai tué 50 Allemands pour venger Albini. Ça, c'était le courage, hein? Ça prend un courage pour les jeunes hommes, des jeunes Canadiens. Et à la même époque,
il y avait des grands six-pieds qui étaient ici dans les camps au Canada qui refusaient d'aller servir outre-mer. Hein, il avait été appelé pour le service, puis il refusait de signer. Ça, c'est un autre exemple, ce qu'on a eu. Nous autres, ici, on a manqué de renfort. On avait des blessés souvent, parce qu'on manquait de renfort. Je vais vous faire une comparaison. Si on est 10 hommes quelque part, disons, dans un restaurant, dans un bar, quelque chose, puis qu'il y en a 6 qui vont faire du grabuge dans la rue, si on est 10, on va sortir, on peut mettre de l'ordre dans ça. Hein? Mais s'ils sont 10 dans la rue et qu'on n'a rien que 6, on a des chances de se faire casser la gueule. Hein? Ben, c'est un peu ça qui nous arrivait, nous autres, des Canadiens outre-mer, là. On avait des pertes parce qu'on n'était pas assez nombreux. Hein? On n'était pas assez nombreux. Plus tard, je vais vous raconter d'autres expériences de ce côté-là. OK, là, on a fini, rendu au 12 août. On était rendu à Brano. Voulez-vous le pointeur laser? Oui, à droite du 19. Ah, no, there you go. C'est vous là. On était rendu là, et là, on savait plus d'ordre d'avancer. Quand on est sur le front, on ne reçoit pas d'ordre d'avancer, on ne se plaint pas, hein? On attend. Mais on l'a su, c'est avec l'histoire qui nous l'a appris après. Les Canadiens, eux autres, on était les plus avancés au centre, là. Et il s'agissait d'aller vers Messina, hein, pour pousser les Allemands à la mer. Et là, il y avait un conflit. Il y avait une compétition entre Montgomery, qui était à droite, Patton, avec l'armée canadienne à gauche, lesquels arriveraient les premiers à Messina. Et s'il y avait laisser les choses se dérouler normalement, c'est les Canadiens qui seraient arrivés les premiers à Messina. Juste pour vous dire qu'il y a de la politique, même sur le champ de bataille. Alors là, nous autres, on n'avait pas d'ordre d'avancer. Autrement dit, ils nous ont laissé arrêter. Parce qu'on savait nos ordres de Montgomery, nous autres, l'armée canadienne dépendait de la 8e armée de Montgomery. Alors là, mais c'est Patton qui est arrivé le premier. Okay, là, on est resté là, le 18 août, c'était fini en Sicile. Et le 1er septembre, on a reçu l'ordre qu'on allait débarquer à Reggio de Calabria. Et là, à Reggio de Calabria, le 3 septembre, la 3e brigade de la 1re division canadienne, c'est-à-dire le Western Nova Scotia d'Halifax, Carleton, New York, de New Brunswick, 22e régiment du Québec, cette brigade, on a débarqué à 5 heures du matin sur les plages de Reggio. Donc, dans l'histoire, vous pouvez dire que sur la libération du continent, ce sont des Canadiens qui ont débarqué les premiers sur le continent pour y rester. Et là, les Anglais ne débarquaient pas ce matin-là, ni les Américains. La stratégie voulait que nous autres, les Canadiens, on débarquait. Là, les Allemands allaient venir essayer de nous repousser à la mer. Et en voulant nous repousser à la mer, là, les Anglais seraient débarqués en arrière et les Américains sur la gauche pour encercler l'armée allemande. Mais les Allemands ont prévu ça. On a eu de la résistance, ça manque la première avant-midi. Et nous autres, on avait hâte de contacter l'ennemi. On a débarqué le 3 septembre au matin, avec 35-40 livres de bagages sur le dos, dans les montagnes. Et le lendemain, le 4 matin, on était à 35 km d'où on avait débarqué de la plage.
On avait marché 35 km avec les bagages. Parce que les Allemands, quand ils ont vu qu'il n'y avait pas d'Anglais, ni d'Américains, ils ont pensé qu'ils se faisaient encercler. Donc ils se sauvaient. Ça a été assez bien. Et là, après le 10 septembre, les Américains sont débarqués à Salerno. Les Anglais avaient débarqué vers la droite. Et là, ça allait assez bien. Jusqu'au mois d'octobre. Puis la température était assez belle. Puis quand on vous parle du ciel bleu d'Italie, là, il y en a qui sont allés en Italie, lever la main, c'est que ça, je suis allé en Italie. Okay? Alors, le ciel bleu d'Italie. Le ciel bleu d'Italie, ça partit de la fin de janvier jusqu'à la fin de septembre. Mais dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, dans le mois de décembre, c'est pas le ciel bleu. C'est des orages, c'est de la pluie. Et là, à ce moment-là, là, nous autres, on était là, au centre de l'Italie, et on se battait. Puis, là, sous la pluie, tout le temps, là, les Allemands ont commencé à montrer plus de résistance. Et au mois de novembre, on était rendu dans la région de Campobasso, là. Puis, à la fin novembre, là, on a, dans le centre d'Italie, on montait vers là, et là, on a été informé que les Allemands avaient amené du front de l'Ouest la 90e division Panzer, qui était une division de troupes d'élite allemandes. Là, dans le bout de la rivière Sangro, là, ils nous emmenaient là, tous les Canadiens. Les Allemands étaient là, la division. Les Allemands se sont transférés cette division-là sur la côte de la mer Adriatique. Montgomery a décidé que la première division canadienne s'est renvoyée sur la côte Adriatique, faire face à la 90e division. Et là, on s'est battu pour de vrai. Là, ça se battait assez difficilement. Et là, je ne peux pas vous donner les détails de tous les jours, mais je peux vous dire, souvent, là, les hommes étaient venus assez épuisés. On se creuse des petits trous, là, ce qu'on appelait un slit trench, hein, quand il y a nos butons pour pas les... Là, les trous, ils tenaient plein d'eau, c'était comme un bain, les remplis de bain. Les gars, là, épuisés par la fatigue, des fois, ils tombaient endormis dans leurs trous, on est obligé de les surveiller puis demander de vider leurs trous. Tout. Imaginez-vous, là, quand on dort tout habillé dans l'eau froide, là, ça veut dire qu'on est pas mal épuisé. Hein? Alors là, on se battait comme ça sans cesse. Des fois, on trouvait l'abri dans une ferme, dans une grange. Puis, là, on est venu à un point, si vous remarquez en Italie, faites comme une botte, il y avait 3 grandes routes. Les routes principales. Il y avait une route le long de la mer Adriatique, une route le long de la mer Tyrrhénienne, puis, ensuite de ça, une route au centre. Mais à cause du verglas, de la neige dans les montagnes au centre, les Allemands voulaient garder le contrôle des 2 routes le long des côtes. Et à partir de la région d'Ortona, pour Rome, il y avait une route transversale. Alors là, pour ravitailler le front, les Allemands tenaient beaucoup à garder le contrôle de cette route-là. Et là, ils se défendaient bien. Et nous autres aussi, on avait l'intention de prendre cette route-là. Et à la jonction de ces routes-là, il y avait un gros, ce qu'on appelle un château, un gros domaine, qui appartenait à la famille des Berardi. Ce sont des propriétaires de vignobles. Et c'était sur une colline, les Allemands avaient renforcé ça. Comme c'était à la jonction des routes, ils voulaient garder le contrôle de ça. Et nous autres, les Canadiens, on a eu l'ordre d'attaquer ça. Et dans une division, il y a 9 régiments. Il y avait 8 régiments
au début décembre, qui a attaqué la Casa Berardi, ce qu'on appelle la Casa, là, qu'il n'a pas réussi à la prendre, en subissant des pertes énormes. Et le 14 décembre au matin, le 13 décembre, nous autres, on était informés que ça allait être le tour, le 14, d'attaquer ça. Quand on voit là, ce qui nous arrive, là, avec toute l'information qu'on avait là-dessus, là, on savait que ça allait être très difficile, la Casa Berardi. Alors là, le soir, on a au groupe. La veille, pour vous donner une idée, il y a un sergent du cantonnier qui est arrivé à nous autres. Il n'avait même plus d'armes. Un sergent, il y a 30 ans avec lui. Il dit, il me reste plus un homme. Je les ai tous perdus. Il avait même laissé tomber sa carabine, puis il pleurait, démoralisé. Alors là, nous autres, le lendemain, c'était nous autres à aller là. C'était pas facile. Tout de même, ce qui a aidé, c'est que notre commandant de compagnie, qui était le capitaine Triquet à l'époque, il a dit ils attaquent mal. Ça, c'était sur une colline, c'est le château sur une colline. Puis, il y avait des ravins en bas. Les Allemands avaient tout fortifié ça de tous les côtés. Alors, il fallait grimper là-dessus, c'était un petit peu comme grimper, on pourrait dire, Château Frontenac. Hein? C'est Stedel, pour monter Stedel et Québec, les 4 diamants. Il fallait monter là-dessus. Puis, mais le capitaine Triquet a dit, lui, il attaque mal. On va attaquer d'une autre façon. Notre compagnie, nous autres, on a été désignés pour attaquer ça. Puis, là, ah oui, ça ici, là, j'ai oublié ça. Ça, c'est un petit peu, là. Voyez-vous, le deuxième du sling-là, là? C'est Tipette, ça. C'est moi. Savez-vous pourquoi je suis deuxième, là? Hein? Parce que quand on s'avançait comme ça, hein? Là, on s'avançait, ça c'était un peu, c'est dans la région de Contrebasso. Ça, c'est quand on s'avançait comme ça, qu'on était à la recherche de l'ennemi, en général, pour les Allemands, le leader, le chef, il marche en avant. Fait qu'eux autres, le premier qui veut la battre, c'est le chef. Hein? Alors, si vous regardez, j'ai un homme en avant de moi, ici. Je dis, il est cheap. Hein? Il met l'autre gars à sa place. Il m'a protégé. Alors, lui, il est exposé, le premier, lui, là. Hein? Mais, celui-là, on change de tous les demi-heures. Il y en a un qui vient se placer en avant de moi, ben, tous les demi-heures, il va prendre sa place en arrière, lui, là. Donc, de même, ça protège celui qui commande. Alors, le deuxième, c'était moi, dans cette photo-là. J'ai trouvé ça dans les archives. Ça, c'est une des rares fois qu'on avait vu aussi, je tiens à le signaler, des journalistes, là, hein? Il y en a plusieurs des journalistes qui ont écrit beaucoup de choses, mais on ne les voyait pas dans les batailles. Savez-vous ce que les journalistes allaient chercher de leur information? Ils regardaient dans les hôpitaux militaires, puis quand les blessés arrivaient, ils les questionnaient à savoir comment s'était déroulée la bataille. Je ne les blâme pas, mais ils ne peuvent pas dire que ce n'étaient pas tous des héros, les journalistes. OK. Là, pour revenir à la Casa Berardi, notre compagnie, nous autres, on avait hâte d'attaquer à 7 heures le matin. Il y avait un petit bosquet un petit peu en avant de ça. Puis coulé, un bosquet. Puis, nous autres, on avait hâte. On s'avançait dans le bosquet. Puis à 7 heures au jour, on sortait du bosquet, là, un petit peu comme des Iroquois. Là. Puis là, on se lançait à l'assaut. Mais les Allemands, même s'ils étaient des troupes d'élite, faisaient des erreurs. Dans la nuit, ils avaient emmené de leurs troupes, puis ils avaient creusé des trous juste devant le bosquet, tout près du bosquet. Puis d'après l'information qu'on avait, nous, les patrouilles qui avaient été sondées ça, il n'y avait pas de troupes là la veille. Ils ont fait ça dans la nuit. Et à 7 heures du matin, nous autres, c'était l'ordre, au commandement Go. On disait au commandement Go,
On attaquait la première petite ferme, pour moi, puis après ça, on allait vers la grosse caserne. Mais en sortant du bois, nous autres, on avait marché à peu près près d'un kilomètre pour se rendre là. T'sais. On s'était réchauffé, tranquillement. On a réchauffé un peu. Et à 7 heures du matin, on a l'ordre, OK, go! Là, on sort du bois comme des Iroquois. En sortant du bois, les Allemands étaient juste en avant. Hey, comme j'arrivais ici. Ils sont là. Mais eux autres, ils n'avaient pas marché. Puis ils grelottaient, hein? Ils n'avaient pas. Et là, ça s'est pris corps à corps, baïonnette. Et là, ça y allait, c'était accumulé. Et là, j'ai vu des cas, malgré tout, qui comiques. J'avais un petit coquinet de Westmount, nommé Macduff. C'était pas gros. Il y avait un grand Allemand, près de 6 pieds. Les Allemands, ça fait des grands paletots. L'Allemand met sa main dans il sort un Luger, un pistolet Luger. Le petit Macduff qui était là, il ramasse ce qu'on appelle un pot de choc, un coup de botte de carabine en dessous de la mâchoire. L'Allemand, les pieds, ils ont levé de terre. Il a tombé, le petit Macduff avec sa baïonnette. Là, je ne saurais jamais. Mais moi, j'ai l'impression peut-être que l'Allemand voulait se donner prisonnier. Tu sais, il a sorti son arme, parce que quand il se donne prisonnier, il donne son arme. Mais le petit Macduff n'a pas discuté avec lui. Hein. Il n'a pas attendu. On ne saura jamais si l'Allemand voulait se donner prisonnier. Et là, comme on était réchauffés, on a pris le dessus là-dessus. C'est nous autres qui avons eu ça. Et là, il restait moins d'hommes pour protéger la première ferme. Là. On a pris la première ferme, il y avait un champ d'assaut, on l'a fait sauter. Et de là, ça nous donnait une percée pour le château. On était avancé comme ça, et on a pris le château par en arrière. Autrement dit, on est arrivé par la porte de la cuisine. Ça que les autres troupes n'avaient pas fait, Casa Berardi. Ça ne veut pas de la photo de Casa Berardi. Non, j'ai pas réussi à scanner. Non, hein? C'est trop grosse. La bataille de Casablanca. Là, quand on est arrivé là, c'était renforcé. Il y avait des chars d'assaut, les ennemis, il y avait de tout. Hein? Là, on se battait contre des chars d'assaut. Puis, corps à corps. Ça. Et puis, mais tout de même, à 11 heures de l'avant-midi, on avait le contrôle de la Casa Berardi. On l'occupait. Et nous autres, notre compagnie, on avait attaqué, on était à 85. Ça, c'est un exemple, comparaison que je fais. Je dis 85, une compagnie, normalement, c'est 108 hommes. Et ce matin-là, comme on manquait de renfort, ça ne venait pas du Canada, on était seulement 85. Hein? C'était à peu près 25% qui nous manquait. Alors, pour faire la comparaison que je vous disais tout à l'heure, plus on est nombreux, plus on mieux se défendre. On a resté seulement 17, on serait peut-être resté 30, 35 si on était plus nombreux pour se défendre. Okay? Alors, moi, je me dis qu'il y en a qui sont morts là, parce que les autres ne devaient pas nous aider. Et j'étais un des 17 suivant le soir la pluie. Et là, après 2 heures après, là, les Allemands ont contre-attaqué. Ils ont contre-attaqué. Puis avec des feux de mortier, des obus, pour essayer de prendre. Et là, j'ai été blessé. Quand j'ai été blessé, il y avait quelques Allemands qui voulaient s'avancer. J'ai après tiré avec une mitraillette sur une haie. Il est arrivé un obus. Quand je me suis réveillé, j'étais de l'autre côté de la haie. Là, j'étais tout étourdi. C'est vrai, quand un obus saute à côté de nous autres, ça sonnait un peu fort. Mais là, ça ne revenait plus. Je balançais tout le temps comme ça. Avec ce qui arrive. Hein? Je n'ai pas fumé un joint, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Puis là, je n'ai pas d'équilibre. Hein? Après ça, là, j'ai senti, par exemple, j'ai senti que c'était tout mouillé dans mes bottes. J'enlevais une botte, ma botte était pleine de sang.
un obus qui m'avait coupé la jambe. La jambe, ça saignait. Alors là, le pansement, on n'avait plus de brancardier. Là, j'ai dit à mon commandant de compagnie, je suis obligé de m'en aller en arrière. Hein? Je suis blessé aux deux jambes. Je ne peux pas marcher. Le commandant de compagnie dit, il n'y a pas de brancardier, il ne peut pas en avoir. Il ne restait plus rien que 16 hommes, là. Il ne peut pas donner des hommes, il faut tenir la place pour me faire évacuer. Il y avait un prisonnier allemand. Moi, j'avais un Luger. Luger, vous connaissez ça, les jeunes, les pistolets allemands, là, c'est le meilleur pistolet au monde. Si jamais vous en offre, là, prenez-le. Le meilleur pistolet au monde. Puis j'en avais déjà ramassé un, j'avais ça. Fait que là, on avait un prisonnier allemand. J'ai dit à mon commandant de compagnie, je vais prendre le prisonnier allemand. Ouais, mais mon commandant de compagnie dit, tu ne peux pas vous donner des escortes. Il dit, on manque d'hommes. On va passer pour défendre la place. Non, non, j'ai dit, je l'ai ici pour l'escorte. Là, j'appelle le prisonnier allemand. Évidemment, j'ai dit, Dieu, pas français? Non. You speak English? Non. Si vous parlez italien? Non. Là, j'ai montré mes jambes, j'ai dit, ah, j'ai dit, m'aider à me porter, yeah. Et là, quand j'ai sorti le Luger, oh, l'allemand, j'ai dit, toi, tourne-toi. Tourne-toi. C'est tourné, quand c'est tourné, là, j'ai embarqué sur le dos, il par le coup, j'ai mis le gun dans la côte, le gun dans la côte, get me out of here. Puis, pour partir de là, il y avait un secteur qui était encore sous le feu, un ennemi allemand, là. Il y a des mitrailleuses qui tiraient encore. Là. Parce que nous autres, on avait fait un détour pour arriver là, comme les quartiers généraux de là. Hein? Moi, j'ai passé là, et les Allemands ne vont pas tirer, parce qu'en tirant, c'est moi, il a tiré sur un de leurs hommes, et lui, il avait fait ça. Et là, on a monté une colline sur l'autre côté. Et là, j'ai rencontré le major Garceau qui s'en venait avec une autre compagnie pour essayer d'aider. Là. Ils ont failli tirer sur nous autres, ils ont vu l'Allemand. Moi, j'ai levé mon casque. Les grandes marmites qu'on avait dans ce temps-là. J'ai levé mon casque, le major Garceau est arrivé à moi, il dit, qu'est-ce qui arrive, sergent Trépanier? J'ai dit, je suis blessé aux deux jambes, je ne peux pas marcher. Mais il dit, oui, vous êtes tout seul avec un Allemand. J'ai dit, oui. Il dit, je vais vous donner des escortes. J'ai dit, non, gardez vos armes, j'allais ici pour l'escorte. Alors là, j'ai continué. Et pour résumer, je peux vous dire qu'après cette bataille-là, la façon que je m'étais conduit dans la bataille, on m'avait recommandé pour la médaille militaire. J'ai des documents, j'ai montré à M. à M. Bastien, qui atteste ça, qui est recommandé pour la médaille militaire. Et, le quartier généraux à Londres, le War Office, ils ont refusé la décoration de la médaille militaire. Pourquoi? Parce qu'on prétendait que j'avais violé la Convention de Genève. J'avais fait faire un travail de Croix-Rouge à la pointe des armes. C'était un prisonnier, pointe des armes. C'est bien beau, la Convention de Genève. Je suis en faveur de ça. Il faut respecter les prisonniers. Il ne faut pas les maltraiter, mais il faut se protéger des autres aussi. J'avais pas de choix, parce que j'allais mourir là, d'hémorragie, moi, là. Hein? Mais je préfère. J'ai pas eu la médaille militaire, on me l'a refusée. Et même l'armée canadienne refuse de l'écrire dans l'histoire. Hein? Mais les Italiens ont écrit un livre, tout relevé l'histoire. Et les Italiens ont publié un livre, et je l'ai montré dans les livres de l'armée canadienne, écrits par les Italiens. On mentionne mon cas que j'ai été transporté par un Allemand. Parce que j'ai pas eu la médaille militaire, mais ma vie, tout le plaisir que j'ai eu avec les jeunes filles après ça, ça valait bien la médaille militaire. Alors là, j'ai été hospitalisé. 2 hôpitaux en Italie. Et ensuite de ça,
2 autres hôpitaux en Angleterre. J'ai été blessé le 14 décembre et j'ai été libéré de l'hôpital pour devoir léger le 28 août suivant, le 25 août suivant, du 14 décembre au 25 août. 4 différents hôpitaux, et en Italie et en Angleterre. Et ensuite, en raison de ma condition physique, je ne pouvais pas retourner sur les champs de bataille, mais j'ai servi en Angleterre comme instructeur ou plutôt conférencier sur les nouveaux venus qui arrivaient du Canada. Je donnais des conférences et sur les armes ou sur toutes sortes de tactiques qui n'étaient pas dans les livres, mais qu'on avait appris nous autres sur le tas en combattant. Et j'ai fait ça l'automne 44, il y avait 45, et au mois d'avril 45, j'ai été rapatrié au Canada après 5 ans et 5 mois outre-mer. Aujourd'hui, il y en a qui vont en Afghanistan pour 6 mois. Je trouve ça là. Mais moi, j'étais 65 mois outre-mer. Je suis parti du Canada, j'avais 21 ans. Quand je suis revenu, j'en avais 27. Quand je suis arrivé ici, au Canada, à la gare, la famille qui est venue me rencontrer, la plus jeune de mes sœurs, je ne l'ai pas reconnue. Elle avait 12 ans et demi quand je suis parti. Petite fille, elle s'assoyait sur mes genoux, je lui ai fait ses devoirs le soir. Quand ils ont nommé mon nom, moi, une grande fille qui a les lunettes et le chapeau avec une plume, des tas de souliers à la haut qui arrive, jette dans mes bras. Ça, c'était ma petite sœur, que je ne reconnaissais pas. Okay. Ah, c'est ça. Ça a été mon service. Et je peux vous dire qu'après, par exemple, l'adaptation à la vie civile, là, pour un militaire, là, pas quelques mois, là, mais 5 ans et demi, là, l'adaptation à la vie civile est plus difficile que l'adaptation à la vie militaire. Parce que quand vous rentrez dans la vie militaire, c'est pas facile. Tout est écrit, tout est dit, vous avez seulement qu'à suivre, à écouter, à exécuter ce qu'on vous dit de faire. Mais quand on vous libère, par exemple, bon, là, il n'y a plus personne pour nous dire quoi faire. Et tout avait changé. La mode avait changé. Hein? Les valeurs, les prix des choses avaient changé. Puis on a été exploités. Il y en a plusieurs qui ne s'apercevra pas de ça. Ça fait longtemps qu'il est parti. Je peux vous dire, entre autres, par exemple, le magasin Eaton, à l'époque. Hein? Il y avait un grand tableau dans le magasin Eaton. Ah oui, plaque de cuivre. Le nom de leurs employés qui étaient morts en arrière, rendait hommage. C'était beau, ça, oui, c'est vrai. Mais au 3e étage, mercerie pour hommes, on savait que tous les militaires devaient s'habiller. Savez-vous ce qu'on avait fait? On a ouvert un département pour vétérans seulement, pour War Veterans Only. Il fallait montrer le certificat de libération, le certificat de charge pour aller là. Un spécial. Heureusement que j'avais mes sœurs qui m'accompagnaient. Quand j'ai eu mon certificat de libération, je suis allé là, il fallait s'habiller en civil. Mes sœurs me disaient, achète pas ça, c'est démodé, ça se porte plus, ça. Achète pas ça. Ils tendent tout ce qui était démodé, ils essayaient de le vendre aux anciens combattants. Hein? Ils essayaient de le vendre aux anciens combattants pour s'en débarrasser parce qu'ils disaient, les autres, ça n'apercevront pas que c'est démodé. Ça, la vie est difficile. Oui? Je pense qu'on va passer aux questions. Peut-être qu'il y en a des gens qui auraient des questions à poser pour peut-être 5-10 minutes. J'avais des questions, je me suis exprimé en français. S'il y en a même pas de questions, si vous voulez poser votre question en anglais, je vais essayer de faire mon possible pour vous répondre aussi. Mr. Turganier, down here. The Americans were armed, the infantry was armed with semi-automatic rifles, and I heard that the Canadians were given single-shot bolt-action rifles. Is that true? Yeah, the small gun, yeah. The Tommy gun, Thompson. Oh, you had Thompson? That's what I had. Okay. But the men who had rifles, did they only have single-shot rifles, or were they given semi-automatic? A rifle with a single shot. Yeah? But in every section, the sergeant
a platoon is 30 men in a platoon. The sergeant has a Tommy gun, and the corporal, there's 3 corporals, they have a Thompson gun. So for every 30 men, there were 4 Tommy gun machine gun. That's for close fighting. Ah oui, exemple de courage, là. Celui que, j'ai compté celui qui avait la gorge tranchée, hein? Son jeune frère, qui est dans la bataille de Casaberardi. Tu sais, tout à coup, il s'est élevé. Ah, il dit, sergent, ils m'ont eu. Ah, ils m'ont eu, il dit. Ça fait mal, ça. Ben, j'ai levé sa chemise. J'ai dit, vous avez rien, hein? Non. Oui, oui, ici, là. Là, je regardais en arrière. Le sang lui coulait dans le dos. La balle, il y a une balle qu'il avait reçue, qui avait même perforé un poumon. Une balle, quand la balle sort, elle fait un plus gros trou aussi. Là, ça c'est. Alors là, j'ai fait un pansement. J'ai aidé à faire un pansement, puis j'ai dit, allez-vous-en. On n'avait pas de brancardier, là. Il est parti. Et moi, j'ai dit, il va faire 100 verges, puis il va mourir d'une hémorragie, hein. Et puis le sang coule dans le dos. Ben, 5 semaines après que j'étais à l'hôpital, moi j'étais dans le lit, il y avait un passage. Je vois mon petit chassé qui passait là, il avait survécu à ça. Il a survécu à ça. Puis je l'ai revu plusieurs fois après la guerre. Ça, je vous disais que c'est des petits jeunes hommes qui ont beaucoup de courage, qui ont beaucoup de mérite. Il y a d'autres questions? Des questions ici, M. le Président. Quand vous êtes allé en Italie, Pardon? les citoyens italiens étaient contre toi ou ils supportaient alors les Canadiens et leur militaire? Les citoyens italiens, est-ce qu'ils étaient sympathiques? Ah oui, les citoyens, oui, ils nous accueillaient, oui, les citoyens, oui, on était reçus à bras ouverts. Parce que vous savez, Mussolini, il avait le pouvoir, mais c'était, veut dire, un régime totalitaire. Il n'y avait pas d'élection comme on a ici, hein. Parce qu'il y a eu des élections à Mussolini puis Hitler, ça peut-être qu'il aurait débarqué longtemps avant. Hein. Et on était très bien accueillis par la population. Mais même, on leur était sympathique parce que ces gens-là étaient dépourvus de tout, sauf du vino. Il y avait beaucoup de vin. Ça nous aidait parce que pour 3 cigarettes, on pouvait avoir un gallon de vin. C'était un commerce qui est devenu assez populaire. Même à l'hôpital, j'étais à l'hôpital de Caserta, mais l'hôpital de Caserta, ça c'est une petite chose que j'aime à mettre en relief. Dans le négatif, il y a toujours du positif. L'hôpital de Caserta, c'est l'école de police pour les carabinieri, toute la police d'Italie, comme il y a ici dans le Ghetto Regina pour la police montée. Et cette école-là, l'armée canadienne l'avait récupérée pour un hôpital. Et moi, mon lit était juste à côté d'une grande vitre. Mais dans la semaine, il y a eu un bombardement, et à cause du bombardement, les vitres avaient éclaté. Et on ne pouvait pas avoir de vitres, parce que les manufactures de vitres en Italie, tout dans le nord, à Milano ou à Torino, et là, il n'y a pas de vitres, il fallait fabriquer des vitres d'Angleterre. Et dans la nuit de Noël 43, il y avait des génératrices qui faisaient l'électricité juste pour les services essentiels. Dans la nuit, Noël 43, dans la nuit de Noël, les infirmières sont venues avec un fanal à l'huile, changer les couvertes sur mon lit qui était tout détrempé par la pluie. Les 2 jambes dans le plâtre, les couvertes tout trempées. Mais le bon côté de ça, c'est quand je vois l'hôpital aujourd'hui, puis je vois le patient, télévision sur le mur, le boucateur à côté, puis la boîte de leur s'accorde, mien, ferme ta boîte, ta gueule. C'est vrai, on est gâtés, hein? Quand on vit des expériences comme ça,
on accepte mieux les difficultés de la vie après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question peut-être. Oui. Allez-y. In battle, did you ever deal with the Suka planes? Or have you ever encountered the Suka planes? Les Stuka, est-ce que vous avez fait face à des avions Stuka durant des batailles? Avez-vous fait face à des avions bombardiers Stuka durant les batailles que vous avez... Oui. Ben, excepté, là, c'est ça, c'était un problème. Ben, un avantage et un désavantage. Quand c'est venu le temps de la bataille d'Ortona, là, il n'y avait pas d'avion, vous savez pourquoi? À cause des nuages étaient trop bas. Tu sais, les avions ne pouvaient pas venir. Quand le plafond était à peu près 3000 pieds, là, hein, puis même, nous autres, nos avions, les Américains avaient beaucoup d'avions à l'époque, mais pour la bataille, ils ne pouvaient pas nous aider à cette période-là de l'année. Ils ont été au-delà d'un mois sans aviation. Tu sais, plafond trop bas, trop de nuages. Parce que l'aviation, quand elle vient, il faut qu'elle soit assez sûre qu'elle ne jette pas les bombes, tu sais. C'est trop alliés. Puis, mais en Sicile, puis au commencement de la campagne d'Italie, on a eu un bon support de l'aviation. Non, mais là, je peux dire que l'aviation alliée avait le contrôle. De temps en temps, il venait des avions ennemis, mais il était vite poursuivi, puis parti. Puis, une chose aussi qu'on avait, pour s'identifier, on avait dans notre poche un grand mouchoir jaune citron, en soie, comme ça. Alors, quand les avions, des fois, parce que nos troupes, on les prend une de l'autre, hein, puis des fois on se déplace. Hein. Alors, quand les avions arrivaient, ben là, des fois, ils laissaient sortir des petites choses de fumée. Psh, psh, psh. Ça voulait dire identifiez-vous. Et à ce moment-là, nous autres, à terre, on tirait notre grand mouchoir de triangle jaune, un citron, et là, l'aviateur pouvait voir que c'était des troupes alliées. Mais, il y a une chose, les Américains, les Anglais étaient très précis, et les Canadiens. Mais les militaires, les aviateurs américains n'étaient pas précis. Là-dessus, on avait un proverbe, on disait, tu sais, when the German comes over, we dive. When the British and Canadian comes over, Germans die. On disait, when the American comes over, everybody died. Tout le monde se cachait. Parce qu'on ne savait pas où il allait acheter le bon. Les Américains étaient pas précis. Ils ont le volume, on y va. C'est de très bons combattants, mais ils ne sont pas précis comme les Anglais. Le temps file, M. Trépanier. Oui. Naturellement, on pense à des événements dramatiques, les morts, les blessés, la destruction, et on pense un peu moins à tous ceux qui sont venus après les guerres, ceux qui sont nés, ceux qui ont grandi, qui se sont éduqués, qui ont trouvé du travail, qui ont aimé, qui ont fondé des familles, tout ça parce que des guerres avaient été livrées, parce que des guerres ont été gagnées, et la Deuxième Guerre mondiale était une lutte à mort entre le totalitarisme et la démocratie. Et M. Trépanier, c'est grâce à des gens comme vous, aux efforts des gens de votre génération, que cette guerre a été gagnée, que nous tous avons pu en bénéficier. Et je pense qu'on a non seulement apprécié votre présentation, mais on apprécie encore plus tout ce que vous avez fait pour notre pays. Et je pense que je parle au nom de tout le monde en disant qu'on a beaucoup apprécié votre présence avec nous ce matin. Et on veut vous remercier. On a un petit cadeau ici pour vous. Merci beaucoup.
deux cadeaux, en fait. C'est ce que vous permettez, j'ai une petite question. Oui, je vous en prie. OK, juste quelques minutes, j'ai oublié. On dit que on est apprécié, mais on pourrait l'être davantage. Et j'ai une petite faveur à vous demander. J'ai un projet, je travaille depuis quelques années. Vous savez, si on regarde la carte du Canada, surtout dans l'Est, c'est comme ici dans le Québec, presque tous ceux qui sont nés d'Angleterre ou de France avec un canon ou un fusil, ils ont un nom de comté. Comme Montcalm, Wolfe, Frontenac, Madeleine de Verchères, Bagot, Salisbury, et ça. Vaudreuil, ils ont tous des noms de comté. Ils étaient devenus ici comme conquérants. Au cours des deux grandes guerres, il y a eu au-delà de 100 000 Canadiens qui ont donné leur vie outre-mer, hein, sur les champs de bataille, même jusqu'en Asie. Hein. Et il n'y a rien pour leur rendre hommage. Et moi, depuis plusieurs années, je travaille pour qu'on ait un nom de comté. Rendre hommage aux anciens combattants. Parce que quand on était là, on n'était pas des conquérants, on était des libérateurs seulement. Puis le nom de comté que je recommande pour la première guerre, c'est Vimy. Et la deuxième guerre, Ortona. La bataille d'Ortona qui a duré 25 jours contre les troupes allemandes, ça s'est battu rue par rue, maison par maison, étage par étage. Et c'est les Canadiens qui ont gagné ça. Alors, je travaille là-dessus. M. Harper, il m'a écrit, il m'a dit que c'était pas facile changer un nom de comté. Je lui ai répondu, je lui ai dit que si on aurait fait que des choses faciles, on n'aurait pas gagné la guerre. Et là, on est en campagne électorale. Est-ce qu'il y en a parmi vous autres qui ont le droit de vote? OK? Quand vous allez rencontrer un député, voulez-vous faire cette petite faveur-là? Lorsque vous allez rencontrer un candidat qui va venir vous demander votre vote, en hommage aux vétérans, voulez-vous lui dire, s'il vous plaît, voulez-vous nommer un comté pour les vétérans? Vous allez faire ça. Si chacun de vous autres en parle, là, ça me rendrait service. Okay? Demandez un comté pour les vétérans. Monsieur le ministre actuel des anciens combattants, lui, s'est montré plus favorable. Il a envoyé ça au directeur des élections, mais le directeur des élections, c'est pas sa responsabilité. Et comme preuve, après que Baraquette était là, il y a 2 ans, on a changé le nom d'un comté ici sur l'île de Montréal. Un bout de Pointe-aux-Trembles. Savez-vous comment on l'a appelé? Vous le connaissez, ce côté? La Pointe de l'île. Ça n'a rien à faire avec l'histoire, ça, de la Pointe de l'île. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit Vimy, ni Ortona? Alors, si vous demandez ça, si vous n'avez pas le droit de vote, demandez à votre père ou à votre mère s'il rencontre un député, s'il veut demander aux députés de rendre hommage aux anciens combattants. Merci. Merci encore. So you're all free to go now. Mr. Dupanier will be around. If you have some more questions, I'm sure he'll be delighted to answer them.